Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous sommes toujours dans ce studio avec Véronique Jacquier, journaliste à CNews, et Nathan Dever, écrivain et philosophe. Alors Nathan Dever, avant de réécouter peut-être les mots du pape et cette phrase assez forte qu'il a eue à propos des dérives, l'argent, le pouvoir, qui prennent le pas sur la spiritualité, c'est assez fort ce qu'a dit le pape Léon XIV ce matin. Vous avez des informations sur ce qui s'est passé, mieux que le cardinal Bustillo. C'est quand même exceptionnel ça. Alors j'attends de voir. Pas pour Europe 1, Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Europe 1? Nathan Dever a mis des micros, c'est tout, dans oui, c'est ça, dans le conclave. Que se passe-t-il? J'ai fait LV2 italien, donc j'aime bien lire la presse italienne, c'est tout. Alors juste dites-moi, déjà, que dit la presse pour italienne? l'anecdote, moi, mon conclave, j'ai passé la journée avec la caméra sur la télévision sur la cheminée. Oui. Je suis allé me faire un café pendant 1 minute 30. Je reviens. Et la fumée blanche était sortie. Incroyable. Donc j'ai raté ce moment alors que je l'attendais toute la journée. C'est exaspérant. Je pense que les auditeurs ne veulent pas savoir ça. Ils veulent savoir. Alors, de ce que j'ai cru, bon, le conclave est confidentiel. Mais ça fait la 3e élection qu'avec la technologie moderne, etc., les mœurs sont un peu changées et les cardinaux, ils parlent un petit peu. Et donc la presse italienne raconte certaines choses. Donc de ce que la presse italienne dit pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est que le cardinal Pietro Parolin, qui était donc le secrétaire d'État du pape François, du Vatican sous le pape François, qui était l'homme le plus important du Vatican après le pape François, était donné largement favori. A priori, pendant le premier vote, c'est-à-dire le vote qui était le premier jour, et le premier jour du conclave, il y a un seul vote. Le cardinal Parolin a fait entre 40 et 50 votes. Mais d'où viennent ces informations? De certains médias italiens. Oui, mais les médias italiens... Donc c'est évidemment confidentiel. Et donc c'est sans doute des cardinaux qui disent des petites choses. Ça parle. Mais par exemple, vous savez que pour l'élection de François, on sait au vote près combien il a eu. Et pareil pour celle de Benoît XVI, Jean-Paul II un peu moins, mais on sait quand même. Donc il aurait eu entre 40 et 50, et j'ai lu quelque part 49. Mais bon, disons entre 40 et 50. Le cardinal Taglé était aussi bien donné, qui était d'ailleurs un des papabili. Et le cardinal Prévost a fait un score important, je crois une 30aine. Donc ce qui semble signaler, ce que disait tout à l'heure le cardinal Bustillo, qu'il a dû dire quelque chose de très important lors des congrégations, ou alors qu'il y a eu une campagne des cardinaux américains, enfin des Américains, pour qu'il ait beaucoup de voix dès le début. Et ce qui s'est passé, selon la presse italienne, c'est que le vote s'est un peu retrouvé bloqué. Et que aussi bien le cardinal Parolin que le cardinal Taglé ont compris qu'ils ne pouvaient pas maintenir leur candidature parce que, alors Parolin, il lui manquait le vote des cardinaux de ce qu'on appelle le Sud global, Amérique du Sud, Afrique, Asie. Et cardinal Taglé, il lui manquait aussi un certain nombre de votes. Donc, comprenant qu'il n'avait pas la possibilité d'avoir les 2 tiers, 89 voix, apparemment, le cardinal Parolin a décidé de déporter ses voix vers celui que le Saint-Esprit a guidé, à savoir le cardinal Prévost. Et selon les informations, lors du 2e jour du conclave, apparemment, c'est monté très très vite. Tant et si bien, quelqu'un m'a dit que peut-être que le pape Léon XIV, vous savez, quand il est arrivé sur la loggia de Basilique Saint-Pierre, il a fait un discours qui était écrit. Donc il l'avait rédigé. Donc certains disent qu'il l'aurait rédigé pendant la pause déjeuner. Parce qu'il savait qu'il était donné gagnant et qu'il a pris les 2 heures ou 3 heures de pause pour s'isoler et pour rédiger son discours. Donc dès le matin du 2e jour, donc dès le 2e ou 3e vote, apparemment son nombre de voix a commencé à monter et les choses sont allées quand même assez vite. Et c'est pour ça qu'on a eu un résultat si tôt. Bon, Véronique Jacquier, quel est votre regard sur les informations de Nathan Dever? Elles sont corroborées, mais pas sous la même forme, par l'archevêque d'Alger, monseigneur Jean-Paul Vesco, qui s'est confié au Figaro et qui a dit qu'il avait eu effectivement très rapidement un score magistral, que d'ailleurs il y avait une grande ambiance de prière et de paix, comme s'il devenait une évidence, pour 2 raisons. La première, c'est que comme c'était un religieux, tous avaient envie de lui faire confiance. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'a dit le cardinal Bustillo. Il nous a donné de l'enthousiasme et il nous a rassurés. Et donc, en fait, ils ont été très vite rassurés par ce type de profil parce que c'est un religieux. Il a été prieur de sa congrégation par 2 fois, l'ordre de Saint-Augustin. Et c'est pas rien parce que là encore, il avait été élu très rapidement. Ça veut dire que les hommes de son ordre lui ont fait très facilement confiance. C'est un homme de consensus. C'est un chef, un vrai chef. Il est déterminé, comme nous l'a dit le monseigneur Bustillo. C'est un meneur d'hommes, mais en même temps, il sait fédérer des équipes et
il s'est rassemblé. Et en fait, les cardinaux se sont dit, on a besoin d'un homme comme lui, parce que, certains, quand même, à la fin du règne de François, reprochaient un petit peu à François, il avait ce côté fatigant d'une verticalité très rugueuse. Rigide. Il cheffait pour cheffer, mais il bousculait un petit peu trop de monde. Et puis la deuxième chose, c'est ce que le cardinal Bustillo a dit, c'est-à-dire un homme, c'était la synthèse parfaite d'une incroyable expérience humaine, avec à la tête du dicaster, donc quelqu'un de complètement devenu romain et complètement intégré à la curie, en même temps un pasteur au Pérou, un homme de mission, et en même temps capable aussi de cheffer un ordre religieux. Donc tout ça, c'est pas rien. Vous savez quoi, moi, ses premiers pas, il me rappelle Jean-Paul II. Il me rappelle Jean-Paul II, je sais pas, c'est un sentiment personnel, le pape Jean-Paul II, qui a été un très grand pape, qui a œuvré quand même pour la chute du mur de Berlin, on y pense, qui a œuvré pour le rassemblement, en tout cas l'apaisement avec la communauté juive, puisqu'on a vu Jean-Paul II rentrer pour la première fois dans une synagogue, c'est le premier pape à faire ça. Jean-Paul II a fait des choses exceptionnelles. Et moi, quand je vois ce pape, il me renvoie à l'image de Jean-Paul II. Vous avez raison, et d'ailleurs, une des premières phrases prononcées par Léon XIV, le mal ne gagnera pas. Et là, il y a en effet une promesse qui, à mon avis, doit être entendue au double sens du terme. Métaphysique, religieux, le mal, c'est le malin, c'est le diable, et politique, les forces de guerre, les forces de violence. Et je pense que c'était vraiment au double sens qu'il l'a dit, et ça rappelle en effet le premier discours de Jean-Paul II. Je verrais quand même une différence. Je trouve que les trois derniers papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, lors de leur première apparition et de la première bénédiction qu'ils ont donnée au peuple de Dieu devant la basilique Saint-Pierre, ils étaient déjà des papes. Et il y avait un charisme qui était incroyable, et ils étaient déjà dans la fonction, à l'aise dans la fonction. On voyait aucune trace de timidité. Le premier discours de Jean-Paul II, premier discours de Benoît XVI et premier discours de François, dans trois styles différents, on avait des hommes qui n'étaient plus des cardinaux et qui étaient des papes. Je trouve qu'hier, on a vu quelqu'un qui s'est montré humain. D'abord, on l'a vu ému. Alors, c'était aussi l'effet des caméras qui étaient vraiment centrées sur son visage, mais on a vu un moment des larmes perler dans ses yeux. On voyait qu'il avait une forme, et je le dis sans aucune dimension de critique, parce que pour moi, c'est beau, une forme de timidité. Et c'était pas une évidence pour lui de parler devant cette foule. Et aussi, il avait son cahier, son carnet, et donc il lisait un texte et il n'improvisait pas. Je trouve qu'en fait, hier, le pape Léon XIV s'est montré non pas comme pape, mais comme cardinal, devenant progressivement pape sous les yeux de la foule. Et on a assisté à cette métamorphose-là. Et il y a eu au début, quand on l'a vu arriver avec un sourire qui était à la fois extrêmement authentique et en même temps, non pas embarrassé, mais étonné, surpris. On avait vraiment l'impression de voir quelqu'un qui n'était pas encore en train d'habiter la fonction. Et je le dis comme un compliment. Ça veut dire qu'on voyait un être humain avec sa densité théologique et avec son authenticité. Véronique. Oui, pour compléter ce que dit Nathan, il a dit ce matin dans son sermon. On va réécouter ces mots dans un instant. Il a dit le chemin à parcourir pour se laisser transformé. Et effectivement, c'est ce qu'on ressent parce qu'il a éprouvé le besoin d'écrire son texte et il y avait l'émotion d'un pasteur qui découvre un peuple qui a besoin d'un berger. Et ça fait penser d'ailleurs aussi au Christ dans l'Évangile qui est ému de voir les foules qui non seulement demandent à manger parce qu'ils ont faim, mais qui ont faim de spiritualité. Et on sentait qu'il était complètement bouleversé par la charge qu'il attendait. Et il y avait quelque chose, c'est vrai, de très humain. On va réécouter peut-être les mots, premier mot, et c'était extrêmement attendu, première messe célébrée ce matin par le pape Léon XIV. Il a eu des mots très forts et un jugement assez sévère, mais peut-être très réaliste de notre société. Nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes. Des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Il met le doigt sur les mots de notre société. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on va voir ce pape partir en croisade contre non seulement un monde déchristianisé, mais contre un monde qui ne pense même plus la question de Dieu. On en est là, en fait. Et lui, il dit, voilà, le pouvoir, l'argent, le plaisir, etc. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on le souligne trop peu, il a une formation de mathématicien. C'est quelqu'un de très rationnel, de très scientifique. Et moi, je le verrais bien écrire sa première encyclique
sur foi et science, par exemple. Ce sera absolument passionnant. Il a dit aussi qu'il inscrivait ses pas dans ceux du pape Léon XIII, qui était le pape de la révolution industrielle, et que lui se faisait appeler Léon XIV pour s'inscrire comme le pape de la révolution numérique. Vous voyez, scientifique, être profondément chrétien, on n'est pas pour autant des imbéciles. C'est ça, il remet un petit peu les pendules à l'heure quand même. Hein. Bien sûr. Et il a dit quelque chose hier, à mon avis, d'absolument majeur, enfin qu'on savait dans son profil. Il a dit « Je suis fils d'Augustin ». Saint Augustin. Oui, tout à fait. Donc c'est un augustinien. Saint Augustin, donc théologien absolument majeur de l'histoire du christianisme, a écrit notamment un livre qui s'appelle Civitas Dei, la cité de Dieu, où il oppose la cité des hommes, la cité terrestre, qui est dominée parce que Léon XIV énumérait le pouvoir, les honneurs, la richesse, la technologie, celle de l'époque, mais vous voyez, en tout cas, la violence, le culte de la force pure. Et Saint Augustin, à cela, oppose une cité de Dieu, c'est-à-dire une cité dont l'universalité est fondée sur la transcendance. Si en effet, il arrive à faire du Vatican un lieu qui fait résonner la parole de la cité de Dieu, c'est une très belle mission et ce serait une grande œuvre de sa part. Bon, on va continuer d'en parler, on va voir quels sont les chantiers qui attendent le pape Léon XIV. Ils sont nombreux, il doit ressouder l'Église, il doit gérer beaucoup de choses. La place de la femme, tiens, en fait, dans l'Église, la place des laïcs également. Et puis on va parler de diplomatie, son rôle. Et comment va-t-il s'entendre avec Donald Trump ? Ça va être très très intéressant, la rencontre entre le président américain et le pape Léon XIV. C'est tout de suite sur Europe 1, 19h44. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h47, on est en direct, on est sur Europe 1. Et on va s'arrêter un instant peut-être sur la première homélie du pape ce matin. Je rappelle que sa cérémonie d'intronisation, ce sera dimanche de la semaine prochaine. Ça aussi, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt sur Europe 1. Vous pourrez évidemment le vivre en direct. Son homélie ce matin, vous retenez quoi principalement ? Ce chemin, le fait qu'il pointe du doigt effectivement les dérives de notre société, les défis qui l'attendent, Nathan ? Moi, je retiens quelque chose qui, pour le coup, est à mon avis, vraiment dans l'héritage du pape François, c'est la confrontation envisagée dans toute sa radicalité entre la parole du Christ et la modernité. Le pape François, derrière ses allures de pape progressiste, il y avait quelque chose de très radical chez lui. Et une critique viscérale des valeurs qui régissent notre époque. De superficialité, de marchandage, de la culture du déchet, la mondialisation de l'indifférence. Et là, il y a eu quelque chose, je trouve, qui était assez proche dans son homélie ce matin, notamment quand il a dit une certaine modernité estime que la croyance, que la foi dans le Christ ou la foi en général, c'est réservé aux imbéciles, aux superstitieux, aux gens qui sont pas rationnels, aux gens qui ne comprennent rien au progrès. Et le pape Léon a dit non. Précisément, il y a quelque chose dans la parole de l'Évangile qui est beaucoup plus puissant que les préjugés, que la foi du charbonnier, que la croyance simple. Et il y a quelque chose qui permet d'apporter véritablement une réponse aux grandes questions, aux grandes angoisses, aux grands vides de la modernité. Et j'ai trouvé qu'en cela, il avait eu d'abord quelque chose de pénétré d'un point de vue théologique et d'assez astucieux sur le plan politique. Parce que il a à la fois quelque chose de très progressiste, où il dit nous voulons apporter quelque chose au monde, nous voulons faire sortir l'Église d'elle-même pour parler aux périphéries, et en même temps d'assez, sinon conservateur, du moins d'assez recentré sur la parole de l'Évangile elle-même. Et il y a beaucoup de défis qui attendent effectivement le pape Léon XIV sur le plan international peut-être. Comment va-t-il s'entendre avec Donald Trump qui a hâte de le raconter, de le rencontrer? Quel rôle peut jouer le pape dans la guerre en Ukraine, dans le conflit, les conflits au Proche-Orient? Non mais là il va être comme tous les papes, c'est-à-dire qu'il va tenter d'être un faiseur de paix ou tout au moins de porter une voix qui amène à construire la paix, surtout pas la guerre, disait le pape François, jamais la guerre, bien entendu. Il ne peut pas dire autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que il vient. Alors on dit c'est le premier pape américain. Oui, mais il faut quand même mesurer. C'est le pape de deux Amériques parce qu'il a quand même vécu plus de 20 ans au Pérou. Il a été archevêque au Pérou et il a la double nationalité. Il a la nationalité péruvienne, figurez-vous, américano-péruvienne. Donc c'est intéressant. C'est vraiment le pape de deux